J'étais déjà anxieuse en entrant dans le jardin de mes parents ce jour-là. Chaque fois que je me forçais à venir, je me disais, sois neutre, sois calme, garde tes distances, reste sur tes gardes. J'avais 29 ans, une femme adulte, une mère célibataire, mère d'une petite fille de 8 ans prénommée Chloé. Mon seul objectif était de la protéger de tout ce que j'avais vécu. Mes parents faisaient toujours passer ça pour du mélodrame, comme si j'inventais des traumatismes parce que les familles, normales, se disputent parfois. Mais mes parents ne se sont jamais disputés avec ma sœur, Sophie. Ils se sont disputés avec moi. Ils m'ont puni. Ils m'ont rabaissé. Sophie était l'enfant préféré. Sophie était traitée comme une reine depuis sa naissance. Nous étions au barbecue dans le jardin cet après-midi-là parce que ma mère m'avait culpabilisée. Elle avait dit, les gens remarquent à quel point tu es distante. Ne nous embarrasse pas parce que tu ne peux pas tourner la page sur des bêtises d'enfance. Des bêtises d'enfance. C'est comme ça qu'ils appelaient des années d'humiliation. Chloé était à côté de moi dans son petit sweat à capuche rose et son jean parce qu'elle rentrait de son cours de danse. Encore habillée, encore excitée. Elle pensait qu'elle aurait des hamburgers et qu'elle jouerait avec ses cousins. Sophie est sortie dans sa combinaison de créateur, comme si elle était dans une émission de télé-réalité. Elle a examiné Chloé de haut en bas comme si elle était un article défectueux en solde. Waouh, a ricané Sophie. Elle ne l'habille toujours pas comme une fille qui compte. Chloé a baissé la tête. Ma mâchoire s'est serrée. Pas aujourd'hui, ai-je murmuré dans ma tête. Pas de dispute, pas d'explosion, pas de piège. Sophie s'est rapprochée et a chuchoté. Tu penses sérieusement que cet enfant va devenir quelqu'un de spécial? Tu élèves une version dégradée de toi-même. Je n'ai pas répondu. Ma mère a ri avec elle comme si c'était l'observation la plus drôle jamais faite dans l'histoire de l'humanité. C'est ce qui arrive quand tu ne choisis pas les bons hommes, a dit maman. Les ordures engendrent des ordures. Chloé a tendu la main vers la mienne. J'ai serré la sienne. Mon père est arrivé derrière moi et a dit, tu as l'air malheureuse, Marion. Peut-être que si tu avais essayé d'être plus féminine en grandissant, tu n'aurais pas fini mère célibataire. C'était leur sport, la chasse psychologique. J'ai dit à Chloé, va t'asseoir au bord et regarde l'eau. Je vais te préparer une assiette. Je me suis détournée pendant 5 secondes. 5 secondes. Quand je me suis retournée, Sophie était derrière Chloé et l'a poussée directement dans le grand bain de la piscine, entièrement habillée, jean, sweat à capuche, chaussettes, tout. Mon cri ne ressemblait même pas à un cri. C'était primitif. J'ai couru vers la piscine. Je n'ai même pas réfléchi. Chloé sombrait. Ses cheveux s'étalaient comme de l'encre noire sous l'eau. Elle ne remontait pas vite. Elle avait 8 ans. Elle a paniqué. J'ai essayé de sauter, mais mon père m'a attrapé par le cou par derrière et m'a plaqué en arrière. Arrête, a crié papa dans mon oreille. Il faut qu'elle apprenne. Si elle ne peut pas survivre à l'eau, elle ne mérite pas la vie. J'ai griffé son bras de toutes mes forces. Mon corps tremblait de terreur pure. Je criais le nom de Chloé comme si mes poumons se déchiraient. Sophie était là, en train de rire. Ma mère se tenait juste à côté d'elle, tenant son verre, immobile. Ma fille était sous l'eau. Mon père me serrait la gorge. Les bords de ma vision se brouillaient parce que la rage, la panique et la peur se produisaient tout en même temps. J'ai donné un coup de pied en arrière dans les jambes de mon père si fort qu'il a perdu l'équilibre pendant une demi-seconde. Je me suis arrachée de son étreinte et je me suis jetée dans la piscine. Les yeux de Chloé étaient ouverts, grands, paniqués, me cherchant. Elle était encore consciente, mais à peine. J'ai passé mon bras autour de sa poitrine et nous avons toutes les deux remonté à la surface. Quand je l'ai sortie de l'eau et que je l'ai tenue, tremblante, toussant, s'étouffant, essayant de respirer, je les ai regardés. Ma sœur a souri d'un air suffisant comme si elle avait fait quelque chose d'iconique. Mon père a ajusté sa chemise comme si rien ne s'était passé. Ma mère a levé les yeux au ciel et a dit, quelle comédienne, pour une simple baignade. J'ai serré Chloé plus fort. C'est à ce moment précis que quelque chose a basculé en moi. Quelque chose de dur, quelque chose de définitif. Ce n'était plus une famille.
C'était une menace. Et là, dégoulinante d'eau, tenant ma fille, frissonnante, tremblante, toussant, j'ai pris une décision. Leur monde allait s'effondrer ensuite, pas le mien. Parce que cette fois, je ne leur survivais pas. J'allais mettre fin à leur accès à nous, et ils ne le verraient pas venir. J'ai appelé le 17 avant de pouvoir y réfléchir à 2 fois. Mes mains tremblaient encore, et Chloé toussait à voix basse, de l'écume au coin de la bouche, les cheveux collés à son visage. L'opérateur est resté calme et m'a dit de la garder au chaud et de la coucher sur le côté. Les secouristes sont arrivés en quelques minutes qui ont semblé être 1 heure. Ils ont été doux, professionnels, et ont immédiatement pris les choses en main avec cette compétence tranquille qui a fait diminuer la panique dans ma poitrine juste assez pour respirer. Ils ont coupé les vêtements trempés de Chloé, l'ont enveloppée dans des couvertures, ont vérifié ses poumons et son cœur, et m'ont dit de venir avec eux aux urgences pour observation. Je me suis assise dans l'ambulance avec sa tête sur mes genoux et j'ai regardé ses paupières papilloter comme un oiseau qui essaie juste de se stabiliser. À l'hôpital, ils ont fait des tests et ont surveillé ses niveaux d'oxygène. L'infirmière, qui lui tenait la main pendant que je remplissais les formulaires, avait un regard que je reconnaissais, le regard de quelqu'un qui avait déjà vu l'horreur déguisée en divertissement familial. Le médecin des urgences a posé exactement le genre de questions qui rendaient impossible de taire les mensonges que mes parents m'avaient toujours racontés. Qui était avec elle? Qui l'a poussée? Qui vous a retenu quand vous avez essayé d'aider? J'ai dit la vérité en phrases courtes, comme quelqu'un qui avait pratiqué cette confession dans sa tête pendant des années. Ils ont enregistré des déclarations. Ils ont documenté les ecchymoses dans la chronologie. L'assistante sociale de l'hôpital s'est assise avec moi après et a dit doucement. Je ferai l'appel qui doit être fait pour que votre enfant soit protégé. Je n'ai pas demandé de nom. J'ai seulement hoché la tête. La police est venue et a pris des déclarations formelles. Les agents ont parcouru le jardin, photographié la piscine, pris les témoignages des cousins qui ont finalement admis avoir vu Sophie pousser Chloé et que maman avait ri. Lorsque les agents ont posé des questions sur le commentaire de papa, si elle ne peut pas survivre à l'eau, elle ne mérite pas la vie, ils l'ont écrit mot pour mot. Sur le chemin du retour des urgences avec Chloé emmitouflée et endormie sur mon épaule, un agent m'a tendu une carte et a dit « Nous avons déposé un rapport et référé cela au service de protection de l'enfance. Un travailleur vous contactera dans les 24 heures. » Le langage bureaucratique semblait clinique et froid, mais sous cette fine couche de papier se trouvait un système qui pouvait les empêcher d'ouvrir cette porte à nouveau. Les services de protection de l'enfance sont appelés à l'aube. L'assistante sociale, une femme nommée Maria aux yeux calmes, a visité notre chambre de motel de sécurité temporaire 1 heure plus tard. Elle a parlé simplement des options, d'un plan de sécurité d'urgence, de visites supervisées uniquement, d'une ordonnance de sécurité temporaire et de la notification à l'école afin que Chloé ne leur soit jamais confiée. Elle a expliqué le processus sans drame et a dit qu'il coordonnerait avec les administrateurs scolaires et la police pour assurer la conformité. L'entendre décrire les mécanismes de protection a fait quelque chose en moi se relâcher. Des outils étaient enfin en place qui appliquaient la sécurité au lieu de la mendier. J'ai signé les formulaires. J'ai remis mon téléphone avec les captures d'écran que j'avais conservées pendant des années. Les SMS, les insultes, les enregistrements que je n'avais jamais osé leur faire entendre. Maria les a classés comme preuve. Elle a appelé l'école, a parlé à la directrice, et à l'heure du déjeuner, Chloé avait un code de sécurité confidentiel dans son dossier. Les enseignants et le personnel ont été informés de ne jamais la laisser à quiconque sans mon consentement écrit ou un plan supervisé vérifié. L'école a désigné un membre du personnel de confiance pour la chercher en classe si nécessaire jusqu'à ce que cela soit réglé. Cette bureaucratie s'est déplacée comme un bouclier. La nouvelle s'est répandue dans un autre type de réseau, plus discret et plus délibéré que les ragots. J'ai rencontré en privé le pasteur de la petite église où mes parents se pavanaient, et je lui ai fait un compte rendu factuel sans venin, un enfant mis en danger, des témoins qui ont vu ce qui s'est passé, et un père qui a activement empêché le sauvetage. Il ne l'a pas porté à l'hôtel. Il a passé un appel privé à un ministère de prière qui offrait des conseils familiaux, mais aussi aux anciens de la communauté qui géraient les événements de l'église. Nous ne pouvons pas permettre que des enfants soient en danger dans notre communauté.
En quelques jours, la liste des bénévoles qui avaient autrefois glorifié le leadership de mon père a cessé de porter son nom. Il a été discrètement retiré de ses rôles de bénévole auprès des jeunes en attendant l'enquête. Pas de publication virale, pas de spectacle public, juste des institutions qui ont discrètement fermé les portes qu'il avait l'habitude de franchir avec arrogance. J'ai également contacté discrètement 2 personnes en qui j'avais confiance dans le cercle social de mes parents avec des faits calmes et je leur ai demandé de soutenir une simple limite, aucun contact non supervisé avec Chloé et aucun événement social où des enfants seraient présents tant que l'enquête ne serait pas terminée. À ma grande surprise, une cousine qui riait autrefois avec maman de mes échecs m'a envoyé un SMS, je ne savais pas. Cela n'aurait pas dû arriver. Je garderai mes enfants loin de leur maison. C'était petit, mais ça comptait. Des boucliers sociaux s'assemblaient autour de nous sans spectacle. Mon avocat, recommandé par une amie et spécialisé dans la sécurité familiale, a rédigé une lettre de protection d'urgence et l'a envoyée à la police et au service de protection de l'enfance, décrivant le modèle et le danger immédiat. Je ne cherchais pas la vengeance dans les gros titres. Je cherchais une fermeture administrative légale, des visites supervisées, des protections scolaires uniquement et une trace écrite claire qui rendrait toute tentative d'intimidation traçable et exécutoire. L'avocat m'a également conseillé sur les options de garde si je décidais d'éloigner la vie de Chloé de façon permanente. Nous n'avons pas déposé de demande du jour au lendemain. Nous avons construit la fondation lentement avec des preuves, des notes de médecins et des déclarations de témoins. En coulisses, j'ai construit une forteresse pratique, changement de numéro de téléphone, nouvelle adresse postale pour les documents scolaires, nouvelle serrure sur la porte du petit appartement, petit geste bureaucratique qui ne coûtait rien en spectacle, mais tout en sécurité. J'ai pris des dispositions avec Elena pour qu'elle soit une personne de contact d'urgence répertoriée pour Chloé lors des activités parascolaires. J'ai inscrit Chloé à un cours de natation local où les instructeurs étaient formés à la sécurité aquatique et à la protection de l'enfance. Et je me suis assuré que les séances avaient lieu à des moments où mes parents ne pouvaient jamais y assister de manière plausible sans préavis. J'ai appris à Chloé à flotter et à crier à l'aide d'une voix calme. C'était une leçon empreinte d'autonomisation plutôt que de peur. Et j'ai pris une autre série de décisions pour qu'ils ressentent la perte là où ils avaient toujours ressenti la fierté. Mon père était celui qui se vantait d'organiser des barbecues, des fêtes au bord de la piscine où ses amis apportaient leurs camions coûteux et versaient du vin. J'ai annulé la prochaine invitation à un événement familial, non pas avec une publication, non pas avec du drame, mais en appelant son ami le plus proche, l'homme qui co-organisait ces rassemblements et en expliquant la situation en termes simples. Je ne peux pas amener Chloé à cette fête étant donné ce qui s'est passé. Il a confirmé en privé que le prochain rassemblement serait réservé aux adultes et loin de la maison. Cela a anéanti sa scène sociale. Il a remarqué l'absence d'applaudissements et il ne savait même pas pourquoi. Je n'ai pas appelé les journaux. Je n'ai pas instrumentalisé leur honte sur les plateformes sociales. J'ai utilisé la structure, les institutions et la pression communautaire discrète, les dossiers médicaux, les rapports de police, les protections scolaires, l'administration de l'Église et les politiques de bénévolat pour leur retirer systématiquement l'accès et les privilèges. La différence entre cela et le spectacle est importante. Le spectacle nourrit leur ego lorsqu'ils jouent les victimes. La structure supprime les leviers qu'ils utilisaient pour manipuler et se cacher derrière. La nuit, je berçais Chloé dans le petit lit et je lui racontais des histoires de braves dinosaures qui avaient appris à nager. Non pas pour lui rappeler ce qui s'était passé, mais pour lui apprendre qu'elle pouvait être plus que la peur. Elle a commencé à dormir plus longtemps. Elle a commencé à manger davantage au petit déjeuner. Elle a repris ses crayons. Regardez sa petite et lente guérison tandis que les personnes qui en étaient la cause étaient lentement retirées de leur rôle ressemblaient à une nouvelle forme de vengeance, une vengeance qui les rendait plus petits, non pas par des publications honteuses, mais par l'évaporation lente des privilèges qui permettaient à la cruauté d'être masquée comme une vie normale. Une semaine plus tard, je suis retournée chez mes parents pour une seule raison, récupérer le reste des affaires de Chloé. Aucune émotion, aucune voix tremblante, aucune supplication. Je suis entrée avec Maria des services de protection de l'enfance et un officier de police, pas seul, pas vulnérable. Mon père avait l'air confus, comme s'il croyait encore que le monde allait se réinitialiser et que j'allais simplement passer à autre chose.
Maman a essayé de commencer à fulminer immédiatement. Oh, s'il te plaît, Marion. Tu prolonges ça. Tu aimes le drame plus que l'air. L'officier l'a interrompu. Nous sommes ici pour récupérer les effets personnels de l'enfant. Ce n'est pas une négociation. Sophie a essayé de marcher vers la chambre de Chloé comme si elle possédait encore chaque partie de ma vie, et Maria l'a arrêtée d'un seul doigt levé. Vous n'êtes pas autorisé à participer à ce processus. Retournez dans le salon. Sophie s'est figée pour une fois. Je suis montée et j'ai emballé les poupées préférées de Chloé, son carnet de croquis, son pyjama, ses petits élastiques à cheveux, son sac à dos, tout. Quand je suis descendue, mes parents se tenaient là comme des enfants qui avaient enfin réalisé qu'aucun adulte ne viendrait les protéger cette fois. J'ai regardé mon père directement dans les yeux pour la première fois de ma vie sans peur. Vous n'aurez plus jamais accès à mon enfant. Ni supervisé, ni en public, ni pour les fêtes, ni à l'école, jamais. Il a eu un rire à moitié pathétique, mais il s'est éteint à mi-chemin car à ce moment précis, l'officier lui a remis les papiers de l'ordonnance d'interdiction de contact d'urgence qui venait d'être approuvée. Il n'était pas autorisé à moins de 100 mètres de Chloé. Maman non plus. Sophie non plus. Il n'a même pas eu d'avertissement. Il n'a pas eu l'occasion de discuter. C'était déjà déposé, déjà actif, déjà réel. C'était ma vengeance. Pas un discours, pas un spectacle dramatique. J'ai démoli la seule arme qu'ils aient jamais eue sur moi, l'accès. Je suis sortie, Chloé me tenant la main, Maria d'un côté, l'officier de l'autre. Leurs visages semblaient avoir été privés d'oxygène. Non pas à cause de la culpabilité, mais parce que pour la première fois de leur vie, j'avais pris le pouvoir et ils ne pouvaient ni le toucher, ni le tordre, ni le détruire. Et lorsque cette porte d'entrée s'est refermée derrière moi, ils ont enfin compris. Ils n'avaient pas perdu un combat. Ils nous avaient perdus pour toujours.